est là, le réchauffement climatique. Attention, sujet sensible. On ne rigole pas avec le réchauffement climatique. Merci d'être avec nous. Le réchauffement climatique, faut pas blaguer avec ça. Comment contourner cet obstacle quand on est face à des gens qui croient déjà tout savoir? Jean-Marc, est-ce que vous avez des astuces? C'est un travers qui, pour moi, est un travers normal, parce que ça représente un gain de temps dans l'envie de comprendre ce qui nous entoure. Dans un des bouquins de Sébastien Boller, sur lequel moi j'ai rien à dire, sur la partie purement neurologique, j'ai envie de dire, savoir si ça vient d'ici ou de là, ou je sais pas quoi dans la cervelle, m'intéresse qu'à moitié. Par contre, il a souligné qu'il y avait un facteur qui était important chez nous, qui était d'accumuler de l'information, parce que c'était quelque chose qui renvoyait à une époque où avoir plus d'informations sur l'environnement est un facteur de survie. Comprendre si ce qui venait de passer c'était un tigre à dents de sabre ou une libellule, c'était quand même effectivement important pour faire la différence sur son propre destin. Et donc, comme on est des animaux accumulatifs sur l'information, tout ce qui nous permet de gagner de l'information plus rapidement est un truc qui, en général, est confortable pour nous, etc. Et le processus qui vient d'être décrit est un processus qui, au fond, est un processus de gain de temps. C'est-à-dire ne pas réfléchir et prendre pour argent comptant ce qui a été dit par quelqu'un d'autre. La motivation intrinsèque de ce truc-là, c'est qu'on pense gagner du temps. On se dit, il y a quelqu'un d'autre qui a réfléchi pour moi, etc. Et donc, la bonne question, c'est pas tellement de lutter contre ça. Enfin, si, il faut un peu lutter contre ça. Il faut surtout, à mon avis, apprendre aux gens des règles de processus pour qu'ils comprennent à qui ils peuvent faire confiance sur quoi. Faire confiance à mon charcutier sur la façon de faire du fromage de tête, c'est pas lui faire confiance sur la façon de guérir le Covid. Bon. Donc, tout le monde a un domaine de compétences. Tout le monde, c'est la question tout à l'heure des toges et des sandales, tout le monde n'est pas compétent sur tout. Et en fait, la question qui est importante, et je pense que la fresque du climat peut servir à ça, c'est faire comprendre les règles de processus qui permettent d'accorder sa confiance à quelqu'un sur un sujet et de comprendre que ça doit se limiter à ce sujet et que sur d'autres, et en gros comprendre rapidement comment est-ce qu'on fixe une limite entre ce sur quoi la personne est compétente et ce sur quoi elle n'est pas compétente. Par exemple, dans le domaine du changement climatique, il y a un truc que font tous les journalistes parce qu'ils manquent de temps et une fois qu'ils ont quelqu'un sous la main, ils vont lui faire la totale, c'est passer de la définition du problème à ce qu'il faut faire pour régler le problème. Bon, il se trouve que c'est juste pas les mêmes. Donc, quand on demande à Hervé Le Treut ou Jean Jouzel de définir le problème, ils font partie des gens compétents pour ça. Si on leur demande s'il faut faire plutôt des éoliennes ou limiter la taille des voitures, c'est pas du tout leur domaine de compétence. Sauf que journalistes qui passent par là, ils se disent bon, moi j'en tiens un. Et ce qui intéresse mes auditeurs, c'est d'avoir le bouquin du début à la fin, introduction, développement, conclusion. Donc, paf. Bon. Et c'est difficile à ce moment-là de dire je ne sais pas. Donc, il y a des gens qui y arrivent, il y a des gens qui n'y arrivent pas. C'est difficile. Et donc c'est vraiment ça pour moi qui est important. Donc dans la fresque du climat, alors ça par contre je ne suis pas sûr de l'avoir vu aujourd'hui dans les messages qui passent autour. Quand moi j'ai fait le jeu, je ne l'ai pas vu passer, mais je pense que ce n'est pas très compliqué de le rajouter. Et de faire comprendre qu'il y a une règle de processus. Alors moi par exemple, ma réponse aux climato-sceptiques, elle est avec une règle de processus. Je commence toujours par donner la règle de processus avant de donner la réponse sur le fond. Les revues scientifiques avec comité. Exactement. Donc la règle de processus, c'est la réfutation par les pairs. Tout argument qui n'a pas passé ce premier filtre, c'est même pas la peine de regarder derrière. Bon. C'est pas une vérité absolue. Il y a des trucs réfutés par les pairs qui peuvent être des conneries. Et il y a d'autres domaines que la physique et la biologie où la réfutation par les pairs n'est absolument pas une garantie. Je veux parler de l'économie, par exemple. Bon, c'est pas parce qu'un modèle avec un seul consommateur, un seul produit et des fonctions d'utilité a été réfuté par les pairs qu'il raconte des trucs intelligents. Donc c'est pas une règle absolue, mais c'est quand même un premier filtre qui est une nécessité. Bon. Il se trouve, moi c'est un truc que je dis souvent, que dans le domaine des sciences du climat, je n'ai jamais vu un argument climato-sceptique, je dis bien pas un, qui ait passé la rampe de la publication dans une revue à comité de lecture et qui n'ait pas été réfuté par le même canal. Dit autrement, il n'y en a pas un. Vous pouvez chercher, il n'y en a pas un. S'il y a des gens joueurs, je vais bien prendre les paris à la sortie de la salle, vous n'en trouverez pas un. Donc cette règle de processus est quelque chose qui va aider les gens et ça va rester cohérent avec leur souhait de gagner du temps dans l'acquisition de l'information parce que c'est une règle rapide à appliquer. Je veux dire, savoir si ça a été publié ou pas publié, c'est assez rapide à appliquer comme règle. Et quelque part, c'est même parfois plus rapide à appliquer comme règle que de rentrer dans le détail de pourquoi est-ce que dans le passé la température a pu précéder le CO2 et maintenant c'est l'inverse. Donner l'explication de ce truc-là, c'est plus long que de donner juste la règle de processus.
Donc la voie de contournement à cet effet, quelqu'un qui a dit un truc qui me paraît frapper au coin du bon sens, du coup tout ce qui suit derrière, je vais le prendre dans le même paquet, c'est la règle de processus. Et je le redis, une même personne peut très bien dans un domaine dire des choses sensées et puis ensuite dans un autre domaine dire absolument n'importe quoi, parce qu'elle va déborder de sa règle de processus, et elle peut même le faire alors même que ce n'était pas son intention. Je redis, quelqu'un qui ne sait pas dire non à un journaliste qui lui dit qu'est-ce qu'il faut faire et qui n'a pas le courage de lui dire à ce moment-là, bah, écoutez, je suis désolé, c'est pas mon rayon, peut très bien se laisser entraîner dans des choses qui sont approximatives, fausses, etc. Non étudiées, non vérifiées, enfin voilà, ça va très vite. Voilà, donc là, je réinsiste une troisième fois, mais pour moi, vraiment, c'est ça qui fait la compétence de quelqu'un. Et en fait, c'est ça aussi qui fait qu'on peut être vulgarisateur sans être chercheur. On peut être vulgarisateur, à ce moment, il suffit de vulgariser ce qui a passé cette règle de processus, et à ce moment, normalement, on limite la quantité d'âneries qu'on raconte. Enfin, en tout cas, dans la définition scientifique du dossier climatique. Dans ce qu'il faut faire, ça relève de processus qui sont tout autres. Donc là, si on a l'occasion, je pourrais éventuellement parler de ce qui se passe au Shift Project, mais sur la partie juste compréhension et des faits, je pense que c'est vraiment cette règle qu'il faut avoir en tête. Ok. Il y a un autre biais qui intéresse aussi les fresqueurs, qui est un peu l'inverse, qui est que quand on est devenu expert ou vulgarisateur, on peut avoir tendance à surestimer le niveau des autres. Est-ce que vous avez vous-même déjà rencontré ce problème ? Parce que finalement, on peut rapidement perdre son auditoire au bout de 2 phrases. Et puis, Cédric raconte souvent que quand il a commencé à faire... Je ne sais pas où il est. Voilà, que quand il a commencé à faire la fresque du climat, il parlait à son entourage des gaz à effet de serre, c'est ça, Cédric ? Et en fait, il s'est aperçu que personne ne savait ce que c'était, quoi. Oui, c'est une sorte d'effet, je pense que c'est un effet Dunning-Kruger inversé, c'est-à-dire que voilà. L'effet Dunning-Kruger, c'est pour se rendre compte qu'on est incompétent, il faut devenir compétent. Donc au début, on a confiance, on est arrogant, puis à mesure qu'on travaille, on découvre que le problème est plus compliqué que ce qu'on avait imaginé. On baisse en arrogance, alors même qu'on croit en compétence. Et quand on est vulgarisateur, souvent c'est par passion. Donc on est passionné par certaines questions, l'interprétation de la physique quantique, la question de la flèche du temps en physique statistique, etc. Et comme on est passionné, on pense que tout le monde est passionné. Et on découvre en effet... que non, et que ces connaissances qui sont le résultat d'une passion ne sont pas du tout partagées. Et c'est un équilibre difficile à trouver, parce que si vous prenez les choses à un niveau trop élémentaire, vous pouvez donner l'impression au public que vous l'infantilisez. Voilà. Et si vous prenez à un niveau trop haut, il aura l'impression d'être finalement exclu. Oui. Du champ de votre discours. Donc c'est assez difficile, mais... Et c'est un vrai piège, parce que quand on fait la fresque du climat, certains animateurs et animatrices demandent avant aux participants d'essayer d'évaluer leur niveau pour savoir à quel niveau eux-mêmes ils vont se mettre. Et souvent, moi j'ai souvent eu l'expérience de gens qui disent ne rien savoir et qui en fait sont déjà les plus compétents du groupe, et des gens qui se donnent 8 ou 9 en connaissances climatiques, qui en fait ne savent quasiment rien. Donc, ça démontre une chose, c'est que en fait l'ignorance, c'est la grande affaire des savants. C'est-à-dire, savoir qu'on ignore, c'est savoir déjà tout ce qu'on n'ignore pas. Donc l'ignorance, c'est l'affaire des savants et non pas des ignares, parce qu'un ignare ne sait même pas qu'il ignore. Et en fait, croire savoir, c'est plus dangereux qu'ignorer. Et donc, pour revenir d'ailleurs sur ce que disait à l'instant Jean-Marc, avec lequel je suis pleinement d'accord, normalement, quand un scientifique parle, il devrait toujours dire « nous savons que ». C'est pas lui qui sait, c'est l'ensemble des gens qui ont discuté des mêmes questions, qui se sont parfois disputés, mais à la fin, si les choses se sont bien passées, ils parviennent ensemble à faire parler un bout du réel, et ils sont d'accord sur ce qu'il faut dire.
Donc ils disent « nous savons que ». Et ensuite, ils pourraient ajouter « et nous nous demandons si ». Vous voyez que cette phrase, en deux parties, sépare la science de la recherche. Nous savons que c'est la science, nous nous demandons si c'est la recherche. Simplement, quand vous êtes à la télévision, en réponse à une question d'un journaliste, vous répondez « je ne sais pas ». Ou mieux, « nous ne savons pas ». Nous ne savons pas. Une partie de l'opinion va considérer que vous êtes un mauvais chercheur. Parce qu'un mauvais chercheur, c'est quelqu'un qui répond à toutes les questions. Un bon chercheur, pardon, c'est quelqu'un qui répond à toutes les questions. C'est un savant. Et du coup, vous serez médiatiquement détrôné par des gens qui ne disent jamais « je ne sais pas ». Et donc, je pense qu'il faut apprendre à parler d'une façon qui fasse la part des choses, ce qui est su collectivement et ce qui n'est pas su. Sinon, on crée de la confusion, et cette confusion est, à mon avis, le plus grand ennemi de la pédagogie. J'ajoute juste une chose, si je peux me permettre. Je suis tombé par hasard sur un texte de Thomas Hobbes, qui s'appelle le Léviathan, que vous connaissez. Il dit un truc qui était donc vrai à l'époque, puisqu'il le dit, mais qui est encore plus vrai aujourd'hui. Il dit en gros que notre passion est sélective. Par exemple, il y a des vérités qu'on ne conteste pas, soit parce qu'on les ignore, soit parce qu'elles nous sont indifférentes. Et il parle des vérités de la géométrie. La somme des angles d'un triangle, c'est 180 degrés. Ça gêne personne. Ça ne menace les intérêts de personne. Ça ne contrecarre les ambitions de personne. Donc ce sont des vérités qui ne sont pas contestées. Mais il dit, si ces théorèmes de géométrie nous dérangeaient, ou dérangeaient le pouvoir de quelques-uns, on organiserait des bûchers des livres de géométrie. Eh ben ça, c'est l'affaire du climat. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'il y a des vérités de science qui sont contestées par personne. Quand on a découvert le boson de Higgs en 2012, ou bien les ondes gravitationnelles en 2016, est-ce que vous avez vu des livres en librairie intitulés « Ma vérité sur le boson de Higgs » Ma vérité sur les ondes gravitationnelles. Non, personne n'a écrit ça. Parce qu'en fait, le boson de Higgs, on s'en fout. Les ondes gravitationnelles, on s'en fout. Mais quand les thèses climatiques, enfin des climatologues, sont devenues difficiles à contester, donc très dérangeantes, on a vu des livres « Ma vérité sur la planète ». Autrement dit, nous ne contestons que les vérités scientifiques qui nous dérangent. C'est-à-dire qui nous obligent à changer nos modes de vie, à réfléchir à notre situation, à tenir compte des leçons du passé visibles dans le présent pour modifier notre vision du futur, etc. Et ça, c'est un exercice très difficile qui, du coup, provoque des résistances qui sont pour vous des obstacles. Les vecteurs de la sensibilisation, enseignement, médias, associations scientifiques, ont-ils tous un rôle à jouer, ceux que je viens de citer, et finalement, lesquels prioriser? Enseignement, médias, associations scientifiques. Alors la question du changement climatique, elle touche tous les compartiments de la société et chacun d'entre nous. Donc effectivement, au Shift Project, on pense, mais je pense qu'à la fresque du climat, on pense exactement la même chose, qu'il faut faire partager la compréhension des enjeux et faire naître le débat sur qu'est-ce qu'on fait maintenant auprès du plus grand nombre. Alors les moyens de diffusion en masse de l'information, il y en a trois. Il y a la formation initiale, il y a les médias. Alors, dans les médias, maintenant, il y a un ensemble protéiforme, parce que quand j'étais petit, il y a très très longtemps, les médias, c'était les journaux, la télé, il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, toute personne qui fait un bout de chaîne YouTube ou un bout de site Internet peut rentrer de fait dans les médias. Et donc c'est devenu, par exemple Thinkerview, à mon avis, plus d'audience que la quasi-totalité des émissions de LCI, de la chaîne parlementaire. Voilà. Donc ça s'est un peu déplacé. Mais en gros, les médias et puis la formation continue. Donc il y a trois vecteurs de diffusion en masse. On ne peut pas se permettre d'en laisser un de côté,
parce que l'essentiel de la population actuelle, elle est sortie du système de l'enseignement initial. Donc si on dit c'est juste une affaire d'enseignement initial, eh ben on zappe 80% des gens qui sont quand même pas morts demain matin. Et donc on ne peut pas dire ces gens-là ne vont... Voilà. Dans le cadre de la formation continue, ce n'est pas nécessairement très facile de faire rentrer cette question-là. Donc, quelque part, la fresque du climat, c'est de la formation continue. C'est exactement ça. Du reste, je pense qu'une partie des entreprises le prennent exactement comme ça. Le prennent comme quelque chose qui rentre dans la formation continue. Donc, pour moi, c'est là-dedans que vous êtes capable de vous inscrire. C'est aussi un outil pour la formation initiale, parce qu'il y a aussi des établissements d'enseignement qui s'en servent. Mais je veux dire, c'est aussi un vecteur important pour la formation continue. Et enfin, il y a les médias. Alors les médias, ils ont leurs propres règles de fonctionnement, et en particulier, ils en ont une qui est absolument capitale, qu'il faut bien avoir en tête, qui est qu'aucun média ne cherche à faire fuir son audience. Aucun. Donc ce qu'a dit, ça se rapproche de ce que vient de dire Étienne sur le fait que découvrir des nouvelles choses en matière de changement climatique, c'est souvent apprendre une mauvaise nouvelle de plus. Fournir des mauvaises nouvelles à son lectorat, c'est difficilement compatible avec ce que souhaite la régie publicitaire ou même ce que souhaite la façon de fonctionner des gestionnaires de médias, même quand leur média ne dépend pas des recettes publicitaires. Par exemple, la démagogie de l'audience frappe tout autant Radio France que TF1. Il n'y a pas de différence pour ce que j'en connais. Donc il y a un sujet, il y a une barrière à l'entrée très forte de ces sujets-là dans les médias, c'est qu'ils sont difficilement compatibles avec le fonctionnement même d'un média, qui est de ne pas faire fuir les gens dont il s'occupe. Après, il y a d'autres limites dans les médias, Juliette doit bien connaître puisqu'elle y est passée, qui sont la spécialisation qui rend difficile de traiter un problème transverse. Le changement climatique, c'est un problème transverse. Et quand les gens sont organisés avec un secteur économique, un secteur automobile, un secteur chien écrasé et un secteur politique, très compliqué de faire rentrer un sujet transverse. Et puis, il y a un sujet de compétence des journalistes eux-mêmes et par ailleurs de prétention des journalistes eux-mêmes. Là, je vais la nommer. Léa Salamé a reçu hier ou avant-hier, et de Morand, là, Tintin et Tintin, là, du point Tirole et Gaulier. Et Blanchard. Enfin, Tirole et Blanchard. Et elle a dit, si je n'ai pas mal entendu, dans ce rapport passionnant, dit-elle, pour introduire un rapport de 500 pages sorti la veille, dont évidemment elle n'a pas lu une page. Donc quand elle dit dans ce rapport passionnant, c'est quand vous dites qu'un roman est passionnant, en général vous l'avez lu, quoi. Je veux dire, c'est rare que vous disiez qu'un roman est passionnant, qu'un bouquin d'Étienne est passionnant si vous ne l'avez pas lu. Laissez croire, donc là c'est un mensonge. Dire ce document passionnant, c'est implicitement un mensonge. Donc il y a plein de problèmes dans les médias qui rendent très difficile la transmission de l'information. Par ailleurs, les journalistes sont des gens entre guillemets ordinaires. Donc quand ils deviennent journalistes ou quand ils sont journalistes, ils sont sensibles comme tout le monde au oui-dire dans tous les domaines dans lesquels ils travaillent. Quand vous rentrez à la rédaction de France Info, le premier truc que vous voyez, c'est une pile de journaux hautes comme moi. Donc c'est la raison pour laquelle ils n'arrêtent pas de se copier les uns les autres. En fait, leur première source d'inspiration, c'est ce qu'a dit le voisin. C'est pour ça que les sujets tournent en boucle. Donc il y a plein de limites intrinsèques dans tous les vecteurs de diffusion de l'information. À l'éducation nationale, il y a une limite intrinsèque, c'est qu'on ne forme pas sans former les enseignants. Et dans le système de l'éducation nationale, vous ne pouvez pas remplacer, les enseignants ne sont pas vacataires, donc vous ne pouvez pas les remplacer par des gens qui sont capables de faire l'enseignement en disant bah eux ils ne sont pas bons, donc non, vous les formez. Je ne dis pas que c'est bon ou mauvais, je dis c'est juste c'est comme ça, voilà. C'est long, il faut trouver les bons formateurs. Quand vous leur donnez des outils qui sont les manuels scolaires, il faut trouver les gens qui vont bien faire les manuels scolaires. Et quand vous regardez, alors tout ça c'est des points de détail, hein. Quand vous regardez qui fait les manuels scolaires et comment et qui vérifie ce qu'il y a dans les manuels scolaires, bah, c'est une vraie question. Je ne sais pas bien comment ça marche, mais en tout cas ça marche pas bien parce qu'on trouve des conneries grosses comme moi et même 2 fois grosses comme moi dans les manuels scolaires sur les sujets de climat et d'énergie. Et qui ressemble au oui-dire que vous avez trouvé la veille dans Le Figaro ou sur France Inter. Donc il y a un vrai sujet de savoir où est la buse d'injection quand on veut changer le système. C'est compliqué. Donc tout le monde doit y participer, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce que c'est à ce moment que les vrais problèmes pratiques commence, encore une fois. Si on veut faire droit à ces sujets, les journées ne faisant que 24 heures, il faut nécessairement évacuer autre chose, parce qu'on ne va pas faire des programmes pour que les gens apprennent le jour et la nuit. En général, la nuit, les gens dorment, enfin, ils sont priés de dormir. Donc, si on se met à donner beaucoup de place à des sujets nouveaux,
il faut savoir qu'est-ce qu'on évacue dans les sujets anciens. Est-ce qu'on fait un peu moins de géographie, un peu moins d'histoire, un peu moins de latin, un peu moins d'anglais, un peu moins de physique? Moins de latin, non, parce que... Voilà. Et à chaque fois, on fait gueuler quelqu'un. Non, mais à chaque fois, on fait gueuler quelqu'un. Ah non, on va quand même pas toucher à ça. Bon. Donc, c'est des sujets compliqués partout et tout le temps. Alors, une fois que j'ai dit ça, ça explique pourquoi au Shift Project, on a commencé par s'attaquer aux sujets les plus faciles. Donc, les sujets les plus faciles, c'est l'enseignement supérieur, là où il n'y a que des vacataires, c'est-à-dire les grandes écoles, parce que c'est là qu'on a affaire aux gens qui sont les plus facilement atteignables en termes de connaissances préalables, et avec un corps enseignant qu'on peut changer très facilement. Je veux dire, moi je suis vacataire aux mines, on peut demain matin me dire, écoute, on t'a assez vu, maintenant on va changer le programme, on va plus faire ce que tu fais, on va faire un truc sur les plantes vertes. Dehors, on va prendre quelqu'un qui sait dire quelque chose sur les plantes vertes. C'est très facile à faire, c'est très rapide, c'est très, etc. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par la première marche de l'escalier, celle qui était la plus facile, et il faut aller jusqu'à la dernière. La dernière, c'est toute l'éducation nationale, mais donc ça veut dire un énorme programme de formation continue pour les enseignants, parce que sauf erreur de ma part, je crois que des enseignants dans le système éducatif français, on doit en avoir de l'ordre du million, donc c'est pas une petite population, on va pas faire ça en 35 secondes, donc il y a un dispositif à mettre en place pour ça. Auquel vous pouvez participer, soit dit en passant, parce que voilà. Et je vais finir sur juste une anecdote ici. Il y a une grosse dizaine d'années, j'ai fait brièvement partie d'un comité d'experts de la Fondation Ellen MacArthur en Grande-Bretagne, qui a 10 fois le budget de la FNH en France, et dont la mission est de faire du matériel pédagogique pour le monde enseignant anglais. Donc en fait, ils ont dit, là il y a un point de blocage, qui est la qualité du matériel pédagogique qu'on donne aux enseignants pour qu'ils soient capables de parler correctement des sujets environnementaux. Et donc, leur seule mission, c'est de faire ce genre de choses. Donc, en fait, ils se substituent au Nathan et au Hatier en faisant des manuels qu'ils considèrent comme étant, ou du matériel pédagogique qu'ils considèrent comme étant en raccord avec les faits et utilisant des ressorts pédagogiques qui permettent de parler à peu près n'importe qui.